On s'intéresse à la gestion des utilisateurs et des fichiers sous Windows, et on va donc commencer par la gestion des utilisateurs. Que ce soit sous Windows et Linux, on a deux types de fonctionnement. Pour l'instant, lorsque j'ai présenté Linux, j'en ai détaillé qu'un, on était en groupe de travail, mais en fait dans la réalité, que ce soit sous Windows et sous Linux, on a deux types de fonctionnement qui sont soit le groupe de travail et soit le domaine. Attention, quand je parle de ces types de fonctionnement, c'est pour la gestion des utilisateurs. Donc soit on gérera les utilisateurs en groupe de travail, soit en domaine. Quelle est la différence entre ces modes de fonctionnement? Dans le mode de fonctionnement groupe de travail, lorsqu'on gère les utilisateurs en type groupe de travail, on va avoir une base de données d'authentification qui est locale, c'est-à-dire qu'elle est sur chaque machine. Sous Windows, cette base d'authentification s'appelle la base SAM. Sous Linux, on l'a déjà vu. Cette base d'authentification, en fait, ce sont les fichiers etc passwd, etc group et etc shadow. Lorsque l'on est en mode de fonctionnement de type domaine, on n'a pas une base de données d'authentification locale, mais on a une base de données d'authentification qui est centralisée. Donc la base de données, elle va regrouper le login, le mot de passe, le groupe d'appartenance. Tout ça, ça va être centralisé sur un serveur. Lorsqu'un utilisateur va se loguer sur une machine du réseau, c'est le serveur d'authentification qui va valider son identité. Essayons de représenter ça un petit peu par un schéma. Lorsqu'on est en groupe de travail, imaginons qu'on ait 3 machines, PCA, PCB, PCC. Ici, on est en groupe de travail, on a une base d'authentification locale. Sur la machine PCA, par exemple, on a défini dans la base d'authentification locale user1 passe 1, user2 passe 2. Sur PCB, on a user3 passe 3. Et mettons sur PCC, on a user1 passe 1 et user3 passe 3. Avec ce type de configuration, ici on a l'utilisateur 1, user 1, qui peut à la fois s'identifier sur PCA et sur PCC. Quand je parle s'identifier, c'est s'identifier physiquement sur la machine, c'est-à-dire aller prendre possession du PC, saisir son mot de passe sur la machine et ouvrir une session, mais c'est aussi une identification à distance, c'est-à-dire par exemple accéder à un dossier partagé. Ici, on peut créer une ressource partagée sur PCC pour l'utilisateur user1. Mais on ne pourra pas en créer pour l'utilisateur user2 parce que PCC n'a pas d'informations sur cet utilisateur user2. Si je regarde avec PCB, l'utilisateur user3 peut utiliser PCB et il n'y a que cet utilisateur qui peut utiliser ce PC-là parce que c'est le seul à avoir un compte sur cette machine-là. Et il peut également, user3 peut utiliser PCC parce qu'il a aussi un compte. Donc c'est un système qui est très pratique, qui fonctionne très bien, mais par contre qui est limité à des petits environnements. Imaginons que l'utilisateur user3 perde son mot de passe, il va falloir que je le change sur toutes les machines sur lesquelles il a un compte. Imaginons que j'ai un serveur de fichiers, il va falloir que je recopie dans ce serveur de fichiers tous les utilisateurs présents sur le groupe de travail, donc leur nom d'utilisateur, le mot de passe, pour que lorsqu'ils accèdent à un fichier, le serveur de fichiers puisse les authentifier avec sa base d'authentification qui est elle aussi locale. Lorsque l'on est en domaine, on a une base d'authentification qui va être centralisée, donc ici je vais avoir ce qu'on appelle un serveur d'authentification, qui est aussi appelé contrôleur de domaine. Sous Linux, on rencontrera plutôt ce qu'on appelle des serveurs LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, qui est un protocole d'accès d'annuaire. Donc ici, on a le serveur d'authentification. On a nos 3 PC qui ont toujours leur base d'authentification locale. C'est pas parce qu'ils vont faire confiance à une machine, un serveur d'authentification, qu'ils n'ont pas toujours une base d'authentification locale. Mais par exemple, lorsque user1 va se loguer sur la machine PCA. La machine PCA va contacter le serveur d'authentification. On va avoir ce que j'ai dessiné en rouge, des relations d'approbation qui ont été établies préalablement. Donc PCA va contacter le serveur d'authentification. Le serveur d'authentification va vérifier qu'il a bien l'utilisateur user1 avec le bon mot de passe à sa base d'authentification. Et après, l'utilisateur pourra se loguer sur la machine PCA. Là, le cas est très simple, on va dire. Si l'utilisateur veut utiliser PCB, ça sera exactement la même chose. Il pourra utiliser PCB. S'il veut utiliser PCC, ça sera exactement la même chose. Si on a un serveur de fichiers,
Le serveur de fichiers va également utiliser la base d'authentification du serveur d'authentification. Et lorsque user 1 voudra accéder à des dossiers partagés, ça sera le serveur d'authentification qui vérifiera l'identité de user 1 pour le serveur de fichiers. Donc là, j'ai dessiné en rouge les relations d'approbation. Quel est l'inconvénient de ce mode de fonctionnement? Eh bien, on le voit de suite, toute l'authentification repose sur un serveur d'authentification. Donc, si ce serveur d'authentification tombe en panne, on va avoir des difficultés à authentifier, enfin, les utilisateurs ne pourront plus s'authentifier et donc n'auront plus accès à leur machine. Donc dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre en place un système qui permet d'avoir non pas un seul serveur d'authentification, parce que c'est ce qu'on appelle un single point of failure, mais on va mettre 2 serveurs d'authentification qui vont à tout moment avoir la même base de données d'authentification, donc avec un système de recopie de cette base de données automatique entre les 2 serveurs d'authentification. Durant les TP, et on pourrait dire pour la grande majorité de ce premier semestre, on va fonctionner uniquement en groupe de travail, c'est-à-dire avec des bases d'authentification locales. On verra au deuxième semestre, dans le module TRS 605, comment on mettra en place des contrôleurs de domaine sous Windows, par l'intermédiaire d'Active Directory, ou sous Linux, par l'intermédiaire d'OpenLDAP.